Utaba chikasamu una beto mukachijanzo taba na bala une semaine kwa naba katazaba koti bantu batakwiza bababi kabu batakwiza bamponeto bakabazaba bajoka beto katajokako pututasabo bamama bajokele kwa kakakame na bala bole kweni joke mempe naduka kumbajingachi na joka mayidu mavutulusa bala benani mukachijanzo ni kwenda malako buntatela magane bakabi kumona apreni bakumbwila wakakunchimbire mukulu sengi kumbwila bakaba kotele munzo mubonga mbongo byabya nsuni bitwete kabilongo donke bakabo bakota munzo bawu bana batakonsa vile bana bakota munzo baduka bana mpe bashiyingana bana babele nani mpe bakotele munzo nibo beresaka. Le concept de violence basée sur le genre fait l'objet de plusieurs définitions. Mais pour l'essentiel, on pourrait retenir que on entend par le concept de violence basée sur le genre toute violence commise sur une personne du fait de son sexe, homme ou femme, mais également du fait de son identité. Et donc à partir de là, on comprendra bien qu'au-delà de cette appartenance sexuelle, il y a cette dynamique de pouvoir qu'il faut bien analyser pour comprendre toutes les questions concernant les violences basées sur le genre. Parce que les femmes handicapées sont des femmes qui sont 2 fois vulnérables. Si la femme valide est vulnérable, elle est à des situations, mais il faut doubler ce chiffre pour les femmes vivant avec handicap. D'abord, on a un problème d'accessibilité, on a un problème de langage, de mobilité, de peau. Vous voyez, une sans mélanine a des problèmes de peau et de vue. Une malvoyante a un problème de vue. Une handicapée motrice a un problème de mobilité, de se déplacer. Donc nous sommes des êtres vraiment vulnérables. Et on les subit. Comment subissons-nous les violences? C'est parce que nous avons des difficultés. Parce qu'on parle de déficience. Et quand un organe est déficient, c'est tout le corps qui est endommagé. Donc, une femme qui ne voit pas, malvoyante, ne pourra pas voir qui l'a fait du mal. Ne peut pas dénoncer son bourreau. Une femme qui ne parle pas, elle a vu son bourreau mais n'a pas d'expression. Elle ne saura pas dénoncer le mal. J'ai reçu une jeune fille, infirme moteur cérébral, elle ne parle pas. Elle est impotente au niveau des membres inférieurs et elle a été violée par un homme également qui est infirme moteur cérébral. Donc je me suis retrouvé avec 2 infirmes moteurs cérébraux. Elle a été violée un jeudi à 12h et elle a été conduite ici à l'hôpital. Je l'ai reçue, on a fait des examens. Et tout s'est bien passé, mais elle a été traumatisée. Par exemple, j'ai eu une sœur, elle partait à la veillée, il faisait 22h ou 21h30 comme ça. On partait à la veillée tout justement prendre le bus. 3 bons gaillards sortant. Oh madame, vous allez où? Oh, pourquoi vous voulez savoir? Et du coup, ils ont braqué cette femme-là, amené au moins dans le 2e ruelle, braqué cette femme-là, ils ont violé cette femme-là. Et les hommes étaient disparus, on a cherché, puis jamais trouvé ce monsieur-là. Donc c'est un peu ça. J'ai 12 ans, je suis née le 8 août 2008 à Brazzaville et je suis élève en classe de 5e. C'était un pasteur là où nous prions à ma tour qui avait dit à ma mère que j'ai 2 sirènes, donc il faudrait partir au fleuve pour aller négocier. Il avait dit chez ma mère d'écrire le nom de mon grand frère, celle de ma grande sœur et mon nom sur 3 bouts de papier. Et ma mère m'avait donné ça. Il est venu pour me prendre pour aller au fleuve. Ma mère a dit, moi aussi je ne peux pas partir. Il a dit, non, vous devez rester. C'est elle la concernée. Et là, ma mère a dit, comme moi je ne peux pas partir, aller avec ses 3 sœurs, ma grande sœur qui a 17 ans, l'autre qui a 15 ans et le fils de mon oncle qui a 6 ans. Nous sommes partis, arrivés en cours de route.
Il a dit c'est mes sœurs de repartir à la maison parce que l'intéressé c'était moi. Avant, il avait dit qu'il doit aller retrouver son ami. Il doit aller prendre son ami. Nous sommes entrés dans une parcelle. Je lui ai demandé, c'est là où habite ton ami? Il m'a dit oui. Je l'ai vu payer de l'argent. Il a payé de l'argent à quelqu'un, il m'a dit d'entrer. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il m'a juste dit de le fixer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et puis, tout ce qui s'est passé, je ne me souviens plus de rien. C'est que je me souviens que j'étais allongée au lit, nue, avec le sang. Il m'a dit, ce que j'ai vu, je ne dois rien dire à personne. Si je le disais, il ferait de moi une détraquée mentale. Oui, bien sûr, tu peux frapper ta femme. S'il a fait une erreur, tu peux lui frapper. Même aussi des enfants, tu peux frapper aussi. Si c'est une bonne erreur, tu peux frapper. À ma femme, même si je lui frappe aujourd'hui, si je lui dis encore pour aller au lit, il va toujours partir. Parce qu'il y a un tort, il y a un tort pour cela, moi je vais lui frapper. S'il n'y a pas un tort, je ne vais pas lui frapper. Lorsque nous avons évalué le plan d'action de la politique nationale genre, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait revoir la typologie des violences dans notre contexte. Il y a des violences qui n'apparaissaient pas comme étant des violences apparentes, comme les rites de veuvage. Les violences psychologiques étaient ignorées de bon nombre de populations. Donc beaucoup d'auteurs continuaient de perpétrer des violences psychologiques tout en les ignorant. Et il y avait également les questions de violences sexuelles telles que l'inceste et la pédophilie qui avaient pris de l'ampleur. Et les chiffres aujourd'hui au niveau des tribunaux l'illustrent encore. L'âge moyen des victimes des violences va de 0 à 16 ans pour les plus jeunes. La victime de violences sexuelles enquêtée à l'époque la plus âgée avait donc 59 ans puisqu'on avait restreint à 59 ans. C'est le cas d'une fillette de 10 ans qui a été violée en allant puiser de l'eau. Et elle a eu la vie sauve grâce à sa mère qui a eu l'intuition de suivre cette fillette-là qui est allée puiser de l'eau et qui ne revenait pas. La maman a suivi et a surpris l'agresseur, le violeur sur sa fillette. Donc, elle a même dit que la position dans laquelle elle a trouvé la fille, la maman a dit que c'est pas sûr qu'elle serait sortie vivante, qu'elle allait mourir, oui. La manière dont il a tenu la fille de 10 ans, c'est un monsieur de près de 30 ans. La maman a dit que vraiment, c'est pas sûr que sa fillette serait en vie. Mais on nous a emmené le cas à l'hôpital de base. La sage-femme l'a examiné, effectivement, elle était violée, déflorée, saignée. Donc la sage-femme l'a examiné, a fait tout ce qu'il fallait faire, est arrivée jusqu'au psychologue et après le psychologue, le cas m'a été référé. Si on ne fait pas attention, il y a ce que nous appelons les facteurs déterminants. C'est-à-dire que c'est des signes ou des faits, des comportements qui peuvent engendrer ou entraîner des agressions. Et quand je pose la première question, la cause des violences, surtout les violences sexuelles, on me dit rapidement l'habillement. Or, moi, je suis carrément convaincu, je le dis chaque fois, que l'habillement, ce n'est pas un fait parce que nous voyons déjà, même au niveau des enfants que nous recevons, nous voyons des enfants de 2 ans qui sont victimes de violences sexuelles. Mais en quoi l'accoutrement peut être à l'origine de ça? Je dis non, c'est un problème qui est mental. Et il y a en outre l'alcool. Donc, malheureusement pour nous, les jeunes filles, avant, on voit dans les débuts de boisson, vous voyez des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui sont là. Sous alcool, après il y a le comportement qu'on ne contrôle plus. Et quand vous prenez de l'alcool, vous consommez de l'alcool, les autres vous regardent. La société congolaise aujourd'hui, on y est. On ne sait pas, on regarde n'importe qui peut se mettre là à prendre son alcool. Mais au-delà de là,
il y a aussi ce problème qui est lié à l'adolescence. C'est-à-dire que vous savez que la puberté, c'est une phase très importante. Et c'est une phase, lorsque l'enfant y arrive, il y a des bouleversements physiologiques. Et ces bouleversements physiologiques entraînent de grands bouleversements psychologiques qui font qu'à un moment donné, l'enfant n'arrive pas à se contrôler. Et lorsqu'il n'y a pas une personne pour canaliser, et là, je rentre dans le rôle des parents. Lorsqu'il n'y a personne pour canaliser ces énergies de la fille, eh bien l'enfant pense que tout ce qu'elle fait, c'est bien. Mais on ne sait pas autour d'elle toutes ces personnes qui arrivent à calculer ou à voir, bon voilà, c'est une petite, mais quand elle présente déjà une morphologie importante, on se dit que voilà, c'est une femme. C'est pas une femme, c'est une adolescente, c'est un enfant. D'après les chiffres et d'après nos rapports, nous constatons que c'est la violence psychologique. C'est beaucoup de la violence psychologique. Ce qui n'exclut pas la violence sexuelle, puisque les chiffres sont à peu près pareils. Mais les gens sont victimes des violences verbales. Souvent, c'est des violences verbales et on ne prend pas la mesure des conséquences psychologiques des violences verbales. Ça détruit. Les violences sont multiformes. Au-delà des abus physiquement constatés, les femmes subissent, surtout au milieu rural, subissent beaucoup de tracas. Parce que l'économie domestique en milieu rural repose sur la femme. Et nombreuses sont les femmes qui sont abandonnées, avec une charge immense, devant subvenir aux besoins de toute la famille. Ce sont des faits aussi traumatisants. Délaissés, abandonnés, mais tracassés aussi, subissant à la fois discrimination et mépris parfois. Je crois que le chantier est immense. Et on n'en a pas fini puisque, outre les faits dus à la crise connue, il y a le quotidien des femmes. Je vois comment le FUNEA à l'hôpital contribue aussi à aider, à soutenir la prise en charge, même médicale, des femmes. Elles sont nombreuses qui arrivent à l'hôpital pour accoucher sans moyens. L'humanitaire suppose qu'on est en situation de crise. Ça peut être une crise due à une catastrophe naturelle, telle que l'inondation, mais aussi ça peut être une crise due à un conflit armé. Et déjà, pour ce qui concerne notre pays, nous ne sommes pas en conflit armé, certes, mais nous avons des zones post-conflit. Je vais parler du département du Poul. Et pour ce qui est des crises dues à la catastrophe naturelle, il y a les inondations que nous avons eues dans le nord, mais il y a aussi cette crise pandémique due à la Covid-19. Donc, dans tous ces contextes humanitaires, il y a une déstabilisation des systèmes sociaux. Déjà en temps normal, les femmes, les filles connaissent des violences. Et à plus forte raison, lorsqu'on est dans une situation de dysfonctionnement social, ces violences s'accroissent. Ici, lors de la période du confinement, il y a une recrudescence, ce n'est pas uniquement au Congo, mais partout dans le monde, une recrudescence de ce qu'on appelle les violences domestiques, en particulier, mais aussi des viols et les violences basées sur le genre, qui sont liées à une situation où les familles se retrouvent dans un contexte d'anxiété, un contexte de manque d'accès à des ressources, de difficultés aussi parfois financières, etc., qui peuvent exacerber ces sentiments individuels et qui ont conduit parfois à une augmentation du nombre de cas de violences domestiques. Nous, en tant que relais communautaire de Mindoli, nous avons la tâche de sensibiliser et de référer s'il y a un cas de violence
aux cas de violence basée sur le genre. Bon, pendant la crise, nous avons appris qu'une fille était victime de viol. Et une fois cette fille conduite dans la ville de Mindouli, nous l'avons approchée et l'avions convaincue de ce qu'il est important d'aller à l'hôpital pour une prise en charge médicale et psychologique. Au départ, c'est vrai que les populations étaient réticentes, mais elles ont fini par comprendre que notre rôle était important et qu'on travaillait pour les aider à sortir des situations difficiles, parce que le viol détruit. Nous savons bien que le pool a connu des conflits sociopolitiques et pendant ces conflits, la plupart c'est des femmes qui sont victimes des violences sexuelles, victimes des violences physiques et notre travail est d'accompagner ces femmes qui ont subi une violence sexuelle. La plupart des femmes que nous avons reçues en consultation psychologique, qui ont été victimes qui présentaient des traumatismes, ont pu s'intégrer dans la société. Parce qu'au départ, elles pensaient que tout était perdu, mais avec l'appui des psychologues, de toute l'équipe, de l'UNFPA, vraiment ces femmes ont pu s'intégrer. Aujourd'hui, nous les voyons, nous les rencontrons et ça fait notre fierté. Nous sommes contents du travail que nous faisons. Butana butaka aje nani 20 ans nani me bala ba bingi bega nani munaka na zaba ko kaboni shila mayela mubutila me bubu na yele ku l'hôpital ku la stage finiable na kosko lob ba yijira mu kutusa nanya bona itamu buta solo faso yo injiri butila njira zaba kako tangu ya buta buifana ka bisamu mikunturi la ka mi grave boni saka crise azulubuta parfois meben pe kan ta zaba ko donc pakakambu bataka chochi ndoki chisaka buna me net bubu kaya kunturi la mama la sage ka bandaka na gaga mino crise nasa mama la sage utushire evacuer twele ku Mindouli ba kunchiri césarienne babakiri mwana mpe wenani meben pe navuka donc tuvutukala na chiga chindamba gaga donc misamu mwana una mpe wenani na chilu muchini mwendo ni kweyende na mwana una. Les gens apprécient notre travail parce que depuis qu'on est arrivé ici, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de beaucoup de choses. Par exemple, l'équipe de dignité, l'état des VBG, le suivi psychologique, vraiment. Même l'autre cas d'importance sur la PF, la planification familiale, vraiment les gens y viennent. Okay. Avant, les femmes qui fréquentaient le centre n'avaient pas de kit, mais grâce au Fonds des Nations Unies, ils bénéficient de beaucoup de choses. L'équipe de santé, par exemple, l'équipe de dignité. Dans l'équipe de dignité, la femme a un seau, un panne, des serviettes hygiéniques, un pain, sandales. Ça se passe à la dignité. Est-ce que là, vous avez les preuves au moins? Par avant, la violence, ça existait. Et maintenant, là, quand les chefs sont venus ici, à Mayama, on nous a appris de faire le cours de relais communautaire. Donc, on a formé le groupe dans les quartiers pour faire la sensibilisation concernant les viols. Donc, maintenant, là, depuis qu'on a commencé, le viol n'existe plus. Ni au village, ni au centre, ça n'existe plus. Donc, maintenant, ça marche. Et nous, on continue toujours. On n'a pas fini de travailler. Donc, on fait ça chaque dimanche, chaque jeudi. Il y avait beaucoup de violence dans les temps parce qu'il n'y avait pas assez de conseillers qui voulaient nous conseiller dans le district. Tellement qu'on a vu le relais qui est venu nous donner les conseils. Maintenant, les violences sont maintenant limitées. Je pense que le système éducatif congolais devrait plus insister sur ces facteurs pour faire à ce que, c'est vrai que les enfants font de la SVT, mais qu'on intègre un peu la donne de violence basée sur le genre. Pour qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever. En fait, si vous regardez bien, les violences basées sur le genre ou la situation de vulnérabilité concernant les jeunes filles mineures ou plus, c'est une situation qui ne peut pas être spécifiée à un pays ou à un autre. C'est une situation qui est un peu générale. Sur le Congo, nous, on a eu à faire un travail depuis 2007
sur ces thématiques de violence basée sur le genre. On vient de terminer un projet avec l'Union européenne qui a été financé sur 3 ans à travers un guichet unique d'assistance aux personnes, jeunes filles et femmes victimes de violences. Et on a eu à accompagner plus de 1000 filles et femmes qui ont été victimes de violences. On a eu à peu près 900 cas qu'on a portés au tribunal de violences basées sur le genre. Un autre aspect aussi que les gens ont tendance à oublier sur les violences basées sur le genre, c'est le côté scolaire. Quand vous regardez une cour de récréation et que vous voyez un jeune garçon en train de sauter sur une jeune fille pour lui taper sur les fesses ou autre, et tous les deux sont en train de rire. Et quand vous leur demandez mais qu'est-ce que vous faites, ils se disent mais on s'amuse. Donc elle est où la définition en fait? La définition, c'est quoi la frontière de la définition entre qu'est-ce qu'on considère comme violence et qu'est-ce qu'on ne considère pas comme violence? Vous voyez, la question se pose. À partir du moment où on veut tacler une situation, il faut qu'on se définisse carrément les termes assez clairs. On se dit, voilà, à partir de tel moment, on se dit que c'est la violence. À partir de quel moment, on ne dit pas que c'est la violence. Parce que vous-même pouvez faire le constat. Au sortir des écoles, ils se tapent dessus. C'est de la violence, mais ils ne se rendent pas compte. Bonjour, moi c'est Rode. Je suis ici depuis octobre 2019. Et sur mon passage ici à Asie, j'ai remarqué, depuis mon arrivée ici au centre, j'ai remarqué que quelque chose dans ma vie a été transformé. Quand j'étais venue au centre ici, j'étais vraiment perdue. Mais le centre a fait en sorte de me ramener un peu à croire en moi-même. Ça a vraiment changé ma vie. Nous avons des clubs scolaires dans les établissements. C'est un espace où les filles se retrouvent. Et ils identifient des problèmes tels que le harcèlement sexuel et les violences basées sur les genres. Alors comment cela se passe? Après avoir identifié, les filles se regroupent. Il faut les exposer. Ou les FAO qui se regroupent, qui font les exposés. Et quand les filles font les exposés, ils appellent des collègues de l'établissement, ils exposent et les enfants posent des questions et ils répondent. Et on trouve des résolutions, c'est qu'on doit faire par rapport à cette difficulté. En dehors de ça, nous prenons les mêmes élèves. Il y a un interchange entre clubs scolaires. Donc on prend les mêmes élèves, on les amène dans un établissement, là il y a également un club scolaire. Ces filles l'exposent, et après, le retour c'est que les résolutions sont prises pour qu'on fasse un bras fort contre les violences basées sur le genre. Nous sommes heureux de constater le travail qui se fait ici et le travail également qui se fait au niveau de l'hôpital de base de Bakongo. Et nous tenons à passer un message particulier aux jeunes filles, aux petites filles, aux mamans, à toutes les femmes qui subissent des violences conjugales, des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences parfois même économiques, à ne pas hésiter à faire recours aux autorités à travers les organisations, les institutions qui ont été mises en place pour cela. Et à travers ce numéro d'appel qui est le 1444 que nous travaillons à réhabiliter avec notre partenaire dans ce domaine qui est la police nationale, avec lequel nous établissons une passerelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le 117. Et nous faisons tout cela avec l'appui évidemment de nos partenaires, le FUNIAP et l'UNICEF qui nous accompagnent. C'est la prévention qui permet vraiment d'éviter de manière efficace. Mais dès qu'il y a des cas aussi, il faut que les structures soient prêtes pour apporter une prise en charge appropriée. Bon, il faut dire que pour mettre fin aux violences basées sur le genre, plusieurs choses sont à faire. Et c'est pas évident, il n'est pas évident qu'en très peu de temps, cela se réalise. Mais, principalement, il y a la volonté. Parce qu'on ne doit pas oublier que ce qui nourrit, ce qui amplifie, ce qui maintient la commission des violences basées sur le genre, c'est le silence, principalement. C'est l'impunité qui est observée, qui décourage notamment les victimes à dénoncer les violences dont elles font l'objet. Mais je pense aussi qu'il faut une véritable volonté politique pour la mise à disposition des moyens techniques, financiers et l'engagement de tous pour que cette lutte, en étant amplifiée, puisse donner les réponses ou les résultats qu'on pourrait attendre d'elle. Si les filles vont à l'école, si on les garde à l'école, si les filles
reçoivent un peu l'appui et le traitement, y compris au niveau social, qui les permet de terminer des études universitaires, d'avoir des emplois décents, je pense que la question des problèmes nombreux des veuves sera réduite à terme. Donc aujourd'hui, beaucoup de ces problèmes sont simplement des conséquences de mauvais traitements infligés aux filles il y a de cela 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui font aujourd'hui, elles ont beaucoup compté sur un homme qui n'existe plus ou qui les a abandonnés. Il est important de combattre avec la dernière de nos énergies toutes les formes de violence basées sur le genre. Et c'est ça que nous faisons. Nous le faisons au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour les encourager, pour les pousser à adopter les politiques et les lois pour mettre un terme à ces violences dont aujourd'hui beaucoup d'entre vous sont en train de subir les conséquences. Alors, le 0% sera difficile. Et ce chiffre n'est pas valable que pour le Congo. Il est valable pour le monde entier. Parce que les violences, on les connaît dans tous les continents. Mais mon souhait, c'est surtout la prise en charge holistique. Que demain au Congo, on ait des centres d'accueil pour les victimes des violences, quelles qu'elles soient, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, qu'on puisse les accueillir et les sécuriser. Nous avons des numéros d'urgence, il y a le 117 de la police, il y a le 1444 du ministère en charge de la santé et de la promotion de la femme. Tout ça pour emmener les gens à dénoncer les violences ou à avoir une prise en charge au niveau de la police, c'est-à-dire une intervention lorsque les faits se déroulent en temps réel, mais nous n'avons pas d'endroit aujourd'hui pour accueillir les victimes des violences.